Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans l'histoire vraie et glaçante de l'écorcheur de Cleveland, l'un des plus grands mystères criminels du XXe siècle. Entre faits réels et légendes urbaines, découvrez comment ce monstre a semé la peur dans l'Amérique des années 30, sans jamais être identifié. Et si, dans l'ombre, il n'avait jamais cessé de nous observer? Installez-vous confortablement, fermez les yeux, laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre réalité et légende. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. 1935, Cleveland, Ohio. Dans le quartier miséreux de Kingsbury Run, là où les voies ferrées croisent les fumées des usines, la vie est rude, et la misère ronge les rues comme une rouille silencieuse. Ce matin-là, des ouvriers en chemin vers le travail s'arrêtent brusquement. Un frisson glacé traverse l'air pourtant déjà lourd de poussière. Dans les hautes herbes d'un ravin, deux formes inertes attirent leur regard. Ce qu'ils découvrent n'a rien d'humain, ou plutôt, plus rien de reconnaissable. Deux corps. Nus. Mutilés. Décapités. Le sang a été entièrement drainé. Les membres sont disposés comme s'ils avaient été abandonnés avec méthode. Mais ce sont les têtes absentes qui frappent le plus. Pas un crâne, pas un visage pour donner un nom aux morts. Juste deux corps anonymes, jetés là comme de vulgaires déchets. La panique monte à mesure que les policiers arrivent sur les lieux. Les visages se ferment, les chuchotements gonflent. Qui étaient-ils? Pourquoi les avoir tués de façon aussi barbare? Les premiers légistes peinent à établir une cause claire. Les coupes sont nettes, presque chirurgicales. On dirait le travail d'un professionnel, ou d'un monstre. Dans les jours qui suivent, aucune tête n'est retrouvée. Aucune identité ne peut être posée sur ces cadavres sans nom. Mais une chose est certaine, ce n'est pas un simple crime. C'est une signature. Une déclaration silencieuse. Un tueur vient d'annoncer sa présence à Cleveland. Et ce n'est que le début. Les enquêteurs se penchent sur les corps avec l'attention fébrile que l'horreur impose. À mesure que les légistes examinent les restes, un détail revient, obsédant, les coupures. Elles sont d'une précision glaçante. Aucun geste maladroit, aucune trace de panique. Les incisions sont nettes, méthodiques. Comme si celui qui avait ôté la vie à ces malheureux savait exactement ce qu'il faisait. Certains parlent déjà d'un boucher. D'autres murmurent le mot médecin. Mais tous s'accordent sur un point, ce n'est pas un tueur ordinaire. Ce qu'ils ont devant eux, c'est le travail d'un esprit froid, réfléchi. Un homme qui tue non pas dans un accès de rage, mais avec une intention claire, presque rituelle. Et pourtant, malgré la minutie du meurtre, la police ne trouve rien. Pas d'empreinte, pas de témoin. Pas même un bouton, un morceau de vêtement, un outil abandonné. C'est comme si le tueur s'était volatilisé, laissant derrière lui un mystère plus grand encore que la violence du crime. Les journaux commencent à s'emparer de l'affaire. Les mots tueurs en série n'existent pas encore vraiment, mais dans les rues de Cleveland, la rumeur enfle. Quelqu'un, quelque chose, rôde dans l'ombre. Et tandis que les enquêteurs se perdent dans leurs hypothèses, un autre cadavre fait surface. Le corps d'un homme, encore une fois décapité, mutilé, vidé de son sang. Le même soin, la même signature invisible. La peur s'installe. Car désormais, ce n'est plus un double crime. C'est une série. Et personne ne sait quand elle s'arrêtera. Le temps passe, et avec lui, le voile d'horreur s'épaissit sur Cleveland. Les corps s'accumulent. On les retrouve dans des terrains vagues, sous des ponts, dans les ravins de Kingsbury Run ou le long de la rivière Cuyahoga. À chaque découverte, un même schéma. Les cadavres sont méconnaissables, démembrés, parfois brûlés ou partiellement enterrés. Mais toujours mutilés avec un soin glaçant. Le tueur ne choisit pas au hasard. Il traque ceux que la société oublie, des vagabonds, des marginaux, des prostituées. Des âmes que personne ne viendra chercher. Il capture, il isole, il observe. Puis il dépaisse. Certaines victimes montrent des signes de torture prolongée. D'autres ont été droguées, décapitées après leur mort. D'autres encore, au contraire, semblent avoir été conscientes jusqu'au bout. Le tueur joue avec les limites humaines, les repousse, les détruit. Bientôt, les journaux lui trouvent un nom. L'écorcheur de Cleveland.
Un sobriquet qui claque comme un avertissement. Les policiers, impuissants, ne cachent plus leur désarroi. La peur gagne la ville. Les citoyens évitent certains quartiers. Les rumeurs se multiplient. On dit que le tueur dort parmi les sans-abri, qu'il se déguise, qu'il est peut-être même un médecin, ou pire, un policier. Dans les tavernes enfumées, les ouvriers parlent d'un démon revenu d'un autre âge. Un fantôme qui hante les ruelles, assoiffé de sang. Et pendant ce temps, dans le silence d'un abri, d'un wagon abandonné, ou d'un sous-sol oublié, le monstre prépare déjà sa prochaine victime. La ville ne le sait pas encore, mais ce n'est que le début du règne de l'écorcheur. À l'automne 1935, Cleveland retient son souffle. Le nombre de morts grimpe, les rues s'assombrissent, la peur gronde dans les bas-fonds de la ville. Il fallait un nom fort, un homme au passé héroïque. Les autorités font appel à une légende vivante, Elliot Ness. Celui qui a fait tomber Al Capone. Le croisé incorruptible de Chicago. Il arrive avec l'aura d'un justicier. On parle de lui dans les journaux comme d'un sauveur. Il est nommé directeur de la sécurité publique, chargé de nettoyer Cleveland de son crime rampant. Il pense d'abord au crime organisé, au trafic, aux réseaux corrompus. Mais très vite, une autre menace attire toute son attention, celle d'un tueur qui mutile ses victimes avec une précision presque chirurgicale. Un tueur sans nom, sans visage. Un tueur que l'on surnomme désormais l'écorcheur de Cleveland. Ness mobilise ses hommes, restructure la police, impose des méthodes plus modernes. Il fait appel à des médecins, des experts, des légistes. Il installe des patrouilles dans les zones les plus touchées, fait fouiller les abris, les terrains vagues, les souterrains. Mais rien n'y fait. Le monstre semble toujours avoir un coup d'avance. Il frappe quand il veut, où il veut. Et chaque fois, il disparaît sans laisser la moindre trace. Aucun témoin. Aucun indice. Comme un fantôme. Ness commence à douter. De ses hommes. De lui-même. Qui pourrait faire ça? Quel genre de cerveau, tordu mais méthodique, peut tuer ainsi, sans jamais se faire voir? Il imagine un ancien chirurgien, un fou cultivé, un bourreau masqué. Et plus le temps passe, plus l'idée devient insupportable. Peut-être ce tueur se cache-t-il parmi eux. Peut-être même que le monstre lit les journaux, suit l'enquête, se moque de lui dans l'ombre. Car malgré la réputation d'Elliot Ness, malgré tous ses efforts, l'écorcheur est toujours libre. Toujours invisible. Toujours prêt à frapper à nouveau. 2 années passent. 2 longues années pendant lesquelles Cleveland devient le théâtre d'une horreur répétitive. À mesure que les mois s'écoulent, les cadavres s'accumulent. Un par un, ils émergent des recoins oubliés de la ville, ravins, berges, ruelles. Plus de 12 corps sont découverts. Tous partagent les mêmes marques. Décapités. Mutilés. Vidés de leur sang. Et toujours, les têtes manquent. Sans identité, sans nom, les victimes rejoignent la liste des oubliés. La police essaie, en vain, de trouver des liens entre elles. Mais il n'y en a pas. Un jour, c'est un homme sans domicile fixe, retrouvé sous un pont. Le lendemain, une femme élégante, dont le passé suggère un tout autre milieu. Le tueur ne semble pas suivre de logique. Il frappe à l'aveugle. Ou plutôt, selon une logique qui n'appartient qu'à lui. Une logique que personne ne parvient à saisir. On tente de dresser un profil, de comprendre ses choix. Mais l'écorcheur reste insaisissable. Il tue, puis il disparaît. Il revient, puis se tait à nouveau. Le désespoir gagne les enquêteurs. Les rues se vident à la nuit tombée. Les murmures se transforment en cris de panique. Les habitants verrouillent leurs portes, fuient certains quartiers. Dans les journaux, les titres se répètent. Encore un corps. Encore une victime sans tête. Encore une piste qui mène dans le vide. Elliot Ness, lui, continue de traquer l'ombre. Mais l'ombre rit. Car dans cette ville aux 1000 visages, personne n'est à l'abri. L'écorcheur rôde. Et il choisit ses proies comme on jette les dés. Les meurtres continuent, et Cleveland s'enfonce dans la terreur. Mais un jour, au détour d'un témoignage, d'un croisement de fichiers, un nom remonte à la surface. Francis Sweeney. Un homme discret, souvent malade, que peu de gens connaissent vraiment. Un ancien médecin militaire,
formé aux techniques de chirurgie dans les pires conditions. Un homme qui sait manier le scalpel avec une précision chirurgicale. Et surtout, un homme brisé. Depuis son retour du front, Sweeney n'est plus le même. Il parle peu. Il boit beaucoup. Il sombre lentement dans une forme de démence silencieuse. On parle de séjours en hôpital psychiatrique, de crises violentes, de fixations morbides. Certains rapportent qu'il disséquait des animaux dans sa jeunesse. D'autres affirment qu'il parlait souvent de la fragilité des corps humains, comme s'il s'agissait de simples mécanismes à démonter. Elliot Ness le place sous surveillance. Le fait interroger. Il organise même un test au détecteur de mensonges. Sweeney échoue. Mais ça ne suffit pas. Aucune preuve tangible. Aucune arme. Aucun témoin. Et dans un système judiciaire encore frêle, le soupçon ne suffit pas à enfermer un homme. Pire encore, Sweeney est issu d'une famille influente, proche de certains cercles politiques. Il est protégé, d'une certaine manière, par son nom et par la brume qui entoure sa santé mentale. Elliot Ness est convaincu de sa culpabilité. Mais ses mains sont liées. Alors il l'éloigne. Par des moyens officieux, il le fait interner. Le suspect disparaît dans l'ombre d'un asile. Et les meurtres cessent. Mais le mystère demeure. Car sans aveu, sans preuve, sans jugement, Cleveland ne peut que se contenter d'une intuition. Et l'écorcheur, qu'il soit derrière les murs d'un hôpital ou libre sous un autre nom, reste un fantôme aux yeux de l'histoire. Elliot Ness, plus que jamais déterminé, fait arrêter Francis Sweeney. L'homme est affaibli, nerveux, mais son regard ne vacille pas. Il sait qu'on le soupçonne. Et il semble presque s'en amuser. Pendant l'interrogatoire, il sourit. Il plaisante. Il détourne les questions. Par moments, il glisse des phrases étranges, à double sens. Comme s'il semait des indices, ou des leurres. Il parle de chirurgie avec une précision dérangeante. Démontre des connaissances anatomiques poussées. Quand on l'accuse, il rit doucement. Vous pensez vraiment que je pourrais faire une chose pareille? Ness ne rit pas. Il le fait passer au détecteur de mensonges. Les résultats tombent, Sweeney échoue. Les aiguilles s'affolent. La machine ne ment pas. Quelque chose se cache derrière ce visage impassible. Mais la science ne suffit pas. Le procureur réclame des preuves concrètes. Une arme. Un témoin. Un aveu. Rien de tout cela ne vient. Sweeney est relâché. Et comme pour narguer la justice, comme pour répondre à Ness d'un ton macabre, le tueur frappe à nouveau. Un nouveau corps, mutilé. Une nouvelle mise en scène. Un défi silencieux lancé à ceux qui cherchent à l'arrêter. La ville est au bord de l'explosion. Les journaux s'enflamment, parlent d'un monstre invincible. Le peuple perd confiance. Ness, l'homme qui avait vaincu Al Capone, vacille. Il sait, au fond de lui, qu'il a croisé le regard du tueur. Mais le tueur, lui, a compris une chose plus grande encore. Sans preuve, la vérité peut dormir dans l'ombre. Et parfois, le mal rit au visage de la loi. L'année 1937 touche à sa fin, et Cleveland est à genoux. La peur n'est plus un murmure dans les ruelles sombres, elle est partout. Dans les journaux, dans les regards échangés entre voisins, dans les pas précipités au coin des rues. Le peuple gronde. Les familles réclament des réponses. Les politiciens pointent du doigt. On veut des noms, des arrestations, des aveux. Mais la police n'a rien. Dans les quartiers pauvres, là où le tueur semble puiser ses victimes, la tension est à son comble. La misère y est ancienne, mais la peur est nouvelle, plus féroce encore. Les mères interdisent à leurs enfants de sortir. Les hommes montent la garde devant des maisons délabrées. Des silhouettes errantes disparaissent dans la nuit, comme si elles craignaient d'être les prochaines. Elliot Ness, poussé dans ses retranchements, prend une décision brutale. Il ordonne des descentes. Massives. Ciblées. Des patrouilles quadrillent Kingsbury Run et les camps de sans-abri. Les cabanes sont fouillées, les abris de fortune détruits. On brûle tout ce qui pourrait cacher un assassin. Des dizaines de personnes sont arrêtées, interrogées, parfois sans motif clair. Les cris de colère résonnent. Certains parlent de répression, d'injustice. Mais Ness veut des résultats. Et pourtant, il ne trouve rien. Pas une arme. Pas un indice.
pas une trace du tueur. Comme si le monstre, sentant le filet se refermer, s'était évanoui. Ou pire, comme s'il assistait à la scène, quelque part dans la foule, caché derrière un masque d'innocence. La ville s'enfonce dans une torpeur de colère et de désespoir. L'écorcheur, lui, reste dans l'ombre. Et continue de regarder. Un matin gris, alors que l'automne s'installe sur Cleveland, une enveloppe arrive sur le bureau d'Elliot Ness. Elle est banale en apparence, sans cachet officiel, sans expéditeur, simplement adressée à lui, en lettres majuscules. À l'intérieur, quelques pages manuscrites. L'écriture est tremblante, mais précise. Chaque mot pèse. Chaque ligne est une flèche plantée dans l'orgueil d'un homme déjà acculé. Le contenu glace le sang. Des détails. Trop de détails. Des éléments jamais rendus publics. Des descriptions exactes des mutilations, des positions des corps, du déroulement des actes. L'auteur ne se contente pas de confesser. Il raconte. Il narre. Il revendique. Et surtout, il provoque. Il parle à Ness comme à un égal, comme à un adversaire digne d'intérêt. Il le félicite pour sa persévérance, le plaint pour son impuissance, puis le défie. Il affirme que jamais il ne sera attrapé, que la ville peut brûler ses ghettos, fouiller ses ruelles, interroger ses clochards, cela ne changera rien. Le tueur est là, tout près, mais intouchable. Et la lettre se termine par une phrase qui entraîne Ness des années durant. Nous nous croiserons peut-être un jour, monsieur Ness. Mais ce ne sera pas moi que vous reconnaîtrez. Ness serre le papier dans sa main. Son visage reste de marbre, mais ses yeux trahissent une colère froide. Il comprend alors que l'homme qu'il traque n'est pas seulement un meurtrier. C'est un joueur. Un chasseur qui prend plaisir à échapper à son poursuivant, à laisser derrière lui des corps comme autant d'énigmes, et à écrire des lettres comme des trophées. La chasse n'est plus simplement une affaire de justice. C'est une guerre d'intelligence. Une danse entre deux esprits, dont l'un savoure chaque pas dans l'ombre. Et puis, un jour, le silence. En 1938, comme frappé d'un sort mystérieux, Cleveland cesse de découvrir des corps. Plus de cadavres décapités. Plus de mise en scène macabre dans les ravins ou les terrains vagues. La peur, toujours présente dans les regards, commence lentement à s'estomper. Mais ce silence, loin de rassurer, intrigue. Car personne n'a été arrêté. Aucun procès n'a eu lieu. Pas d'aveu. Pas de conclusion. Le monstre s'est volatilisé. Elliot Ness, malgré tous ses efforts, n'a jamais pu le capturer. Il a traqué des ombres, suivi des pistes, interrogé des dizaines d'hommes. Il a même enfermé celui qu'il pensait être le tueur, Francis Sweeney. Et pourtant, rien ne prouve que c'était bien lui. Alors les questions s'enchaînent, se superposent, se multiplient dans le vide laissé par l'écorcheur. A-t-il fui la ville, se sentant trop proche de la capture? Est-il mort, dans un lit anonyme ou dans l'une des ruelles qu'il avait si souvent hantées? Ou pire encore, a-t-il simplement changé de méthode? S'est-il fondu dans une autre ville, une autre vie, troquant la lame pour un autre masque? Personne ne saura jamais. Les dossiers s'empilent, puis jaunissent. Les enquêteurs passent à d'autres affaires. Le nom de l'écorcheur de Cleveland glisse doucement dans la légende. Mais dans l'esprit de Ness, une certitude demeure. On ne tue pas autant, aussi méthodiquement, pour ensuite s'arrêter sans raison. Non, le monstre n'a pas disparu. Il a juste trouvé un autre terrain de chasse. Plus discret. Plus subtil. Et le silence, n'est peut-être qu'un autre mensonge. Les années passent. Cleveland se reconstruit, efface tant bien que mal les cicatrices laissées par l'écorcheur. Les crimes, eux, restent sans nom, sans visage, sans procès. Et l'homme qui incarna l'espoir d'une justice, Elliot Ness, porte cette affaire comme un poids invisible, un échec qui ne le quitte jamais. Francis Sweeney, le principal suspect, finit par être interné dans un hôpital psychiatrique du sud de l'Ohio. Son esprit se dégrade, mais son regard, lui, reste acéré. Il est suivi, observé, parfois interrogé. Il parle peu, mais écrit. Des lettres. À Ness. Des années durant, il envoie à l'ancien enquêteur des mots étranges, des allusions sinistres. Parfois des phrases codées, parfois des souvenirs tordus, souvent des provocations à peine voilées.
Nestlé lit, en silence, sans jamais pouvoir prouver que cet homme, enfermé derrière les murs d'un asile, est bien celui qui a mutilé des innocents. Et jamais, dans aucune de ses lettres, Sweeney n'avoue. Pas un mot direct, pas une confession. Rien. Seulement ce silence coupable, ce sourire froid aperçu une fois lors d'un interrogatoire, cette obsession pour les détails anatomiques, cette fascination pour la mort. Mais est-ce suffisant? Certains n'y croient pas. Ils évoquent d'autres pistes, d'autres hommes qui rôdaient dans Cleveland à la même époque. Des criminels oubliés, des vétérans troublés, des profils suspects jamais retenus. Et alors une autre hypothèse s'installe. Et si Sweeney n'avait été qu'un dérangé parmi d'autres? Et si le véritable tueur avait su glisser entre les doigts de la justice, invisible, méthodique, changeant de peau comme un serpent? Un tueur jamais jugé. Un fantôme resté libre. Et à mesure que les témoins vieillissent et disparaissent, l'écorcheur devient plus qu'un homme. Il devient une ombre. Une légende noire dont on murmure encore le nom dans les ruelles de Cleveland. Aujourd'hui encore, malgré les années passées, l'identité de l'écorcheur de Cleveland demeure un mystère épais comme le brouillard des ruelles qui l'hantait. Il n'a jamais été jugé, jamais nommé avec certitude. Aucun procès n'a mis un point final à l'affaire. Il est devenu plus qu'un criminel, une silhouette sans visage, un mythe gravé dans les entrailles de l'histoire américaine. Certains le comparent à Jack l'Éventreur. D'autres affirment qu'il a simplement changé de nom, de ville, de méthode. Des livres ont été écrits, des experts ont repris les dossiers, des profils criminels ont été tracés. On a tenté de percer son secret avec la science, la psychologie, la mémoire. Mais rien n'y fait. Le monstre reste un fantôme. Les théories continuent de surgir. On parle de complicité, de meurtres étouffés, d'un tueur plus intelligent que son époque. On cherche dans les marges, dans les silences des rapports, dans les marges griffonnées des enquêteurs de l'époque. Mais l'écorcheur, lui, n'a jamais reparlé. Il s'est tu. Ou bien, il attend. Peut-être, quelque part, son esprit rôde encore. Dans les couloirs d'un vieil hôpital abandonné. Dans les pages jaunies d'un dossier classé. Dans le regard vide d'un vieillard que personne ne remarque. Et si la légende continue, c'est qu'elle nous touche là où nous sommes les plus vulnérables, dans l'ombre. Alors si, un soir, vous croisez une silhouette qui semble vous observer trop longtemps dans une ruelle déserte, ne cherchez pas à comprendre. Fuyez.